Yo tout le monde, je voulais prendre la parole juste avant de commencer l'épisode pour vous dire que cet épisode avait été enregistré avant l'épisode des 1 an, donc c'est normal qu'on en parle avec Gwen, parce qu'on avait enregistré pile sur les 1 an du podcast, donc voilà, n'en prenez pas compte, ou alors allez écouter l'épisode spécial des 1 an si ça n'a pas encore été fait. Voilà, c'est de la fiction, donc je vous laisserai écouter et vous faire votre propre avis. En attendant, je voulais aussi vous informer et faire un petit trigger warning, puisque dans cet épisode on va parler de fin de vie, de suicide, notamment chez les personnes âgées, puisque Gwen travaille en EHPAD, et donc forcément c'est un sujet dans son quotidien et j'étais obligé de lui poser certaines questions. Donc voilà, si vous êtes sensible à ce sujet, vous pouvez avancer de quelques minutes quand on va aborder le sujet, on le passe assez vite, mais voilà, c'était pour vous informer. Cet épisode est toujours en première partie, la deuxième partie arrive la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. À très vite. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller chez tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast qui fête aujourd'hui ses 1 an, ça y est. C'est bon, c'est beau, je pleure. Est-ce que je veux faire un truc spécial pour fêter ça? Est-ce que c'est un teasing? Oui, exactement. Et est-ce que j'ai tout préparé pour que ce soit prêt la semaine prochaine? Absolument pas. Bon, à part ça, aujourd'hui, pour célébrer cette date avec vous, je suis en compagnie, mesdames et messieurs, d'une psychologue clinicienne, mais aussi d'une chef scout du groupe Louveteau Bœuf à 3 cornes. N'y voyez surtout pas un lien avec ses études de psychologie. Elle part minimum pendant 1 an en Inde et a actuellement 45 de fièvre à cause de tous les vaccins qu'elle s'est mangés avant son départ. Donc je me suis dit que c'était le moment rêvé de l'interviewer. C'est Gwenaëlle Bucca. Salut Gwenaëlle. Salut. Ça va? Ça va. Bon, tu es prête pour l'interview de 4h30? Oui. Alors, dans cette émission, on va vous parler d'études de psychologie, comment y accéder, quelles sont les différentes branches de ces études, mais aussi, entre autres, pourquoi Gwenaëlle a choisi ce type d'études, et aussi pourquoi elle a choisi de vadrouiller en Inde pendant plus d'1 an, peut-être. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous en avez l'occasion, même mettre un petit avis sur Apple Podcast, par exemple. Bref, je t'ai présenté rapidement, mais les gens veulent en savoir un peu plus. Et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître? Ouais, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveuse. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Innocent 2000. Eh ben vous êtes claustrophobe? Non, quelle altitude? Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Donc, je t'explique un peu le principe de ce jeu. C'est présentation élevée. C'est ce qu'on aime appeler dans toute bonne école de commerce le pitch elevator. Alors, qu'est-ce que c'est le pitch elevator? Tu me regardes avec des grands yeux, mais je vais t'expliquer. En fait, c'est une espèce de simulation où tu rentres dans un ascenseur et il y a ton boss qui est dans le même ascenseur et tu dois le pitcher sur une idée que tu as eue et le convaincre le temps d'une montée d'ascenseur. D'accord. Ok. Et donc là, ça va être à peu près le même principe, sauf que au lieu de pitcher ton idée, je vais te poser des questions en moins d'1 minute et tu dois y répondre le plus rapidement possible. Mais par des oui, non? Parce que tu veux. Ok. Voilà. Et tu peux dire n'importe quoi. C'est des questions sur toi ou pas. Ou pas. Ok. Très et bien. oui, et tu peux dire n'importe quoi. Y a pas de souci. Super. Mais pour ça, il faut que je prenne un rôle de composition puisque je suis Bernabé, je suis l'ouvreur du Mont de Charge. Enchanté. Eh bien, enchanté madame. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête. C'est parti. Alors, nom de famille, Bucca. prénom, Gwenaëlle. âge, 23 ans. matière préférée au lycée, SVT. 6x7. Oh là là, je sais pas. 42? Non. Oui, c'est ça. Ton gâteau préféré au goûter, Les pailles d'or. ton plus grand rêve, Pouvoir voyager tout le temps. le métier que tu voulais faire quand t'étais petite, Chirurgien. la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Blanc. En termes de psychologue, Piaget ou Freud? Piaget.
Est-ce que tu as triché pendant tes derniers partiels? Non. Est-ce que tu as écouté le dernier épisode du podcast? Non. Ton signe astrologique? Taureau. Ton artiste du moment? Je sais pas. Elle n'aime aucun artiste. Le lait avant ou après les céréales? Après. Ta note au bac? Alors là, je m'en souviens pas. Et enfin, ta saison préférée? Printemps. Et top. Ben voilà, nous sommes arrivés, madame. Merci d'avoir choisi la compagnie. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Alors, qu'en as-tu pensé de ce petit jeu? C'était pas trop dur? Non, pas trop dur, mais en même temps, ça me fait réfléchir que je sais même pas des fois répondre. Bah, t'as eu bon sur 42. Hein. Ce qui est très rare dans le podcast, j'ai l'impression d'avoir que des tâches, alors que, en fait, je me suis marqué la petite réponse quand même sur mon truc au cas où, tu vois, pour être à peu près au niveau. Alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu ne parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ça n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir psychologue ou psychiatre. Et c'est justement ça dont on va parler, c'est de ta formation. Et on va déjà parler de la différence entre psychologue et psychiatre. Puisque pour beaucoup, c'est la même chose, mais... D'accord, parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc il faut expliquer. Un psychiatre, c'est un médecin qui va faire des études de médecine et après se spécialiser en psychiatrie. Et un psychologue, nous, on fait un master et pas du tout des études de médecine. D'accord. Et la plus grosse différence, si on peut dire, c'est que le psychiatre, il peut prescrire des médicaments, alors que nous, psychologues, pas du tout. Ouais. Vous êtes juste, non, mais vous êtes, c'est plus en mode à l'écoute et c'est comme on voit dans les films, mode en thérapie. Et tout. Alors, oui, non, on va pas prendre les films pour prendre une image des psychologues, parce que souvent c'est pas la meilleure. Mais oui, on va plus être dans l'accompagnement et on travaille en collaboration avec les psychiatres qui, eux, vont pouvoir prescrire des traitements. Ok. Donc maintenant que c'est plus clair pour tout le monde, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'on est obligé de faire 5 ans d'études pour être psychologue? Oui. En tout cas, en France, il faut un master, donc 5 ans. Et ça va sûrement augmenter dans les prochaines années, d'après les rumeurs. Et après, dans d'autres pays, moi j'ai fait un peu mes études à Montréal et eux, il leur faut un doctorat. Ok. Voilà. Oui, donc c'est encore plus long normalement. C'est ça. Ok, en France, pour l'instant, on est à 5 ans. D'accord. Et pourquoi ils veulent augmenter, tu sais ou pas? Comment dire? Pour faire plus de stages, qu'on ait plus de pratique avant de commencer. Et peut-être qu'après, il va y avoir des petits débordements vers les prescriptions médicales, je ne sais pas. Ok. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs. C'est quoi les matières que vous faites dans la licence et le master, et enfin dans toutes tes études? Alors la licence, c'est très vaste. Donc on va avoir tout un pôle vraiment psychologie. Donc on voit les différentes psychologies, je sais pas, psychologie sociale, psychologie du développement, psychologie clinique, neuropsychologie, psychologie cognitive, psychologie, je sais pas, de la santé. Est-ce que tu veux expliquer un peu, ça veut dire quoi, psychologie cognitive par exemple? Parce que moi quand j'étais au lycée, je savais pas ce que c'était. C'est au niveau plus de tout ce qui est, j'allais dire au niveau des cognitions, mais oui. Au niveau des pensées et de la manière dont fonctionne le cerveau. Ouais, ok. Et la psychologie de santé, par exemple, c'est quoi par rapport à cognitive? En fait, la psychologie de la santé, c'est plus de la psychologie... ça rentre dans la psychologie clinique, mais ça va être par rapport à tout ce qui est hôpitaux, les personnes qui ont des problèmes de santé, en fait. Pas dans les soins palliatifs, en cancérologie, tout ça. Là, j'étais dans la licence, donc il y a tout un pôle psychologie. Mais aussi, à côté, on va faire, je sais pas, des statistiques, de la neuro, de la biologie. Moi, ce que j'adorais, c'était tout ce qui est anthropologie, sociologie. Ok. C'est très, très, très vaste, en fait. L'humain,
au terme le plus large possible. Et après, pour le master, on choisit une spécialité. Donc moi, j'ai choisi spécialité psychologie clinique. Et donc, psychologie clinique, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Là-dedans, le psychologue clinicien, c'est un peu le psychologue qu'on voit dans les films. Donc pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Voilà, donc ça peut être en cabinet, en institution. Généralement, c'est le psychologue quand ça va pas très bien. Ok. Ah, il y a des psys quand ça va assez bien ? Peut y avoir tout ce qui est, psychologie positive, développement personnel. Après, ça, c'est encore d'autres champs qui peuvent aussi être avec les psychologues cliniciens. Mais par exemple, je sais pas, la psychologie du travail, ça va être vraiment centré sur le travail dans les sociétés et tous les problèmes comme, je sais pas, le burn-out, ce genre de choses. Ok. En fait, ça dépend vraiment de où on travaille. C'est très, très large. Et du coup, les livres et les coachs de développement personnel, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, je ne sais pas. Je peux pas dire pour tout le monde. Comment dire ? Je pense que ça dépend des personnes. Il doit y avoir des personnes qui le font très bien. Il y en a aussi beaucoup qui sont des charlatans et qui font qu'après, nous, on retrouve des patients un petit peu cassés parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un traumatisme, si on fait n'importe quoi, on utilise une mauvaise technique ou quelque chose comme ça, réactiver un traumatisme chez quelqu'un et pas avoir après les outils pour pouvoir... Ouais. J'ai pas du tout fini cette phrase. Non, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui change en fonction des années ? Tu sais, entre la première, la deuxième et troisième année, par exemple, en licence. De licence ? Ouais. Est-ce que c'est de plus en plus dur ou ça se trouve la première année, c'est la plus dure, en fait, après, tout se passe bien ? Vous approfondissez les mêmes sujets ? Ça dépend. Il y en a, qu'on va avoir tout au long de la licence, comme les statistiques ou vraiment la psychologie, où là, on va approfondir à chaque fois. Et il y en a qui arrivent, qui viennent en fonction des années, des semestres, des universités aussi. Il n'y a pas exactement les mêmes cours dans chaque université. Et alors, est-ce que avant de rentrer dans l'université où t'es, t'as vu un peu les différentes universités, ce qu'elles proposaient comme matière et tout ou juste... Ah oui, en psychologie, il faut. Ok. Vous n'aurez pas du tout la même formation dans les différentes universités. Pourquoi t'as privilégié celle-là alors ? Celle-là, moi j'étais à Nanterre pour ma licence, et parce que déjà c'était ma fac de secteur. Et puis, non, c'était vraiment parce que c'était ma fac de secteur. Je m'étais pas du tout documentée avant, mais finalement j'ai eu de la chance parce que ça correspondait, ils ont une approche vraiment plurielle, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités. Ok. Voilà, donc ça permet de pouvoir voir le champ dans sa complexité et après de se faire son propre avis et de décider quel type de psychologue on veut être. Ok. Tu trouves ça problématique qu'il y ait certaines universités qui soient vraiment ciblées sur un type de psychologie ? Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Pas problématique. Je trouve ça dommage pour les étudiants qui y sont. Et surtout qu'après, il y a des petites guéguerres entre écoles de psychologues. Donc, Ok. Oui, non, c'est dommage. Après, problématique, ça fait aussi des psychologues super. Ouais, ok. Mais pourquoi t'as voulu devenir... psychologue, mais pourquoi t'as voulu faire ces études, surtout ? Je voulais travailler avec l'humain. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Ça a toujours été mon idée. Donc, dans le domaine de la santé. Et donc, j'hésitais entre médecine et psycho. Et j'ai vu le nombre d'années pour faire médecin. Donc, j'ai pris psycho. Voilà. C'est pas la meilleure des raisons. C'est un choix logique en même temps. Mais oui. Et donc, t'as continué sur les 5 ans, donc visiblement, ça t'a plu. Oui. Et alors, à un moment, t'es parti... Est-ce que j'en parle maintenant, d'ailleurs Attends, je réfléchis. Non, c'est bon, je posais d'autres questions. Est-ce que t'as senti un gros cap entre le bac, en termes de niveau, entre le bac et l'université ? Comment tu t'es adapté ? Non, je trouve qu'on travaillait plus au lycée, moi. Je sais pas si c'est vrai ou... C'est le fait que le lycée, j'aimais pas trop ça, donc la fac, c'est passé plus facilement. Mais non, l'université, en fait, j'adorais vraiment la licence pour avoir autant de choses nouvelles et la manière d'enseigner aussi qui est différente de celle du lycée. Ce qui fait que ça s'est très bien passé et j'ai pas
particulièrement eu de difficultés ou d'efforts à fournir vu que c'était génial. Ouais. Mais est-ce que tu veux parler justement des différences entre l'apprentissage au lycée et l'apprentissage à l'université? Comment on te fait apprendre des choses? À l'université, on est beaucoup plus autonome. Et oui, moi, j'aimais pas du tout le côté maternant, on va dire, au lycée. Qu'on te dise comment faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Des fois, qu'on te parle vraiment comme à une merde. Alors qu'à l'université, t'es beaucoup plus libre. Si t'as pas envie de faire les choses, personne viendra te chercher par la main et tant pis pour toi. Mais en même temps, oui, il y avait pour toi, vraiment. C'était une qualité, ça. C'est ça. Parce qu'il y en a pour certains, c'est un défaut qu'on les prenne pas par la main pour les forcer à faire quelque chose. Tu vois. Ah non, moi j'ai horreur qu'on me prenne par la main et qu'on me dise quoi faire. Donc là, qu'on me laisse vraiment ma liberté, c'était super. Ok. Et donc pendant ces différentes années, t'es parti à Nantes après, et t'as aussi fait un semestre à Montréal. Oui. Pourquoi t'as décidé de quitter l'université de Nanterre pendant quelques temps, alors que ça te plaisait et les cours étaient cool et tout? Alors déjà parce que c'était très loin de mon domicile, donc faire le trajet au bout d'un moment c'est fatigant. Mais après Montréal aussi, par rapport à ton domicile. Oui, mais j'habitais à côté de ma fac à Montréal. Ouais, après. Non, mais comment dire, l'université permet de faire donc des Erasmus ou des échanges universitaires loin, facilement. Je sais pas, c'est une chance. Moi, je comprends pas qu'on la saisisse pas, en fait. Tu peux partir dans un autre pays, découvrir plein de nouvelles choses, des nouvelles personnes. Ouais, non, je comprends pas. Pourquoi rester là, en fait? Je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils cherchent de la stabilité aussi sur leurs études et tout. Et ils se disent, au moins, je suis bien tout le cursus. Parce que ça se trouve, quand t'es parti, tu vois, à Montréal et tout, t'as appris des choses et t'en as peut-être loupé certaines qui se passaient à Nanterre, tu vois. Ah, j'en ai sûrement loupé, vu qu'à Montréal, on peut prendre maximum 5 matières. Donc, maximum 15 heures de cours par semaine. Ce qui est pas beaucoup, si. C'est peu en termes d'heures, mais le travail à fournir à côté est beaucoup plus important. Ok. Par exemple, les statistiques à Nanterre, donc sur 3 ans, on approfondissait. Ce qu'on faisait sur les 3 ans, on l'a fait en un semestre à Montréal. Ah ouais. Donc à côté, c'est un autre taf, en fait. Ouais. Et du coup, ça t'a pas fait bizarre quand t'es revenu après que y ait de nouveau beaucoup de taf, enfin qu'il y ait un changement de rythme aussi, et t'avais pas l'impression d'avoir loupé des trucs, justement? Non, parce que louper, ça se rattrape facilement. Facilement. Non, ça allait. Et puis même, je suis rentrée, c'était le Covid. Donc il y a eu confinement, j'ai pas vraiment repris comme avant, en fait. Justement, le Covid, il a eu un impact direct sur ta formation. Comment tu l'as vécu, toi? Et est-ce que aujourd'hui, tu te sens capable de faire ton métier alors que les années, elles étaient un peu tronquées avec le Covid, tu vois? Je sais pas ce que ça a tronqué pour les autres, mais moi, ça a diminué un stage. Ça, c'était quand même très embêtant, très dommage. Mais sinon, ça n'a pas eu trop d'impact. À Nantes, j'ai fait tout mon master en présentiel. J'ai fait tous mes stages. Ça n'a pas eu trop d'impact au niveau de mes études. Ouais. Et c'est un truc auquel tu avais postulé en premier sur Parcoursup? Enfin, c'était APB à l'époque, mais... Oui, c'était mon premier choix. Ok, donc tu l'as eu direct. Oui, comme ça. Et si t'avais pas eu ça, t'aurais fait quoi? Médecine. Direct? Oui. C'était mes 2 seuls choix, le reste... Ah ouais, le reste, ça t'intéressait pas? Non. Ok. Moi, quand j'ai une idée en tête, j'y vais. Comment tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Les personnes. On s'ennuie jamais. Et il y a toujours beaucoup d'inattendus. Techniquement, même quand on voit une situation sur le papier, par exemple, qu'on fait des études de cas, quand après on voit les personnes en vrai, c'est pas du tout la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Et les réactions, des fois je rigole parce que jamais j'aurais imaginé que les personnes réagiraient comme ça. Est-ce que tu as des exemples comme ça? De différences grandes entre ce qu'on t'apprend à l'université et en fait ce qu'il y a sur le terrain que tu as vécu? Alors pas par rapport à ce qu'on apprend à l'université, mais par rapport à mes représentations. Par exemple, là je travaille en EHPAD
donc avec les personnes âgées. Il y a beaucoup la question de la mort, du suicide. Et par exemple, moi, je voyais, avant de commencer, et même avec ce qu'on m'avait appris en cours, je trouvais quand même que c'était un petit peu quelque chose de... Comment dire ? De délicat de parler de suicide avec quelqu'un. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand les personnes se sentent dans une relation de confiance, justement, c'est quelque chose qui leur fait vraiment du bien de pouvoir en parler. Ok. Petit trigger warning aux gens qui écoutent. Hein, ce podcast est sponsorisé par la joie de vivre, évidemment. Mais c'est marrant, entre guillemets, que tu t'en rendes compte au moment où c'est dans un lieu où c'est pas forcément... on imagine que c'est pas forcément la joie tous les jours, tu vois. Non, mais ça reste un lieu de vie que j'apprécie beaucoup. Ok. Mais oui, non, ils sont pas tous heureux, c'est un fait. Et quand t'es rentré en première année, tu voulais tout de suite bosser dans un EHPAD ? Ah non. Non. Non, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ok. T'étais pas en mode je serais psy dans un cabinet, en mode des clichés qu'on voit pas du un tout. peu partout. Ah non, le cabinet, non. Puis même, je pense qu'il faut quelques années d'expérience avant d'ouvrir son propre cabinet. Parce que travailler en institution, on a quand même des collègues, un regard pluridisciplinaire qui, moi, m'est très utile. Ça fait que 5 mois que je suis vraiment psychologue, que je travaille. Et honnêtement, il y a des fois où je suis un peu perdue. Pouvoir avoir des collègues avec qui discuter. T'es perdu à propos de quoi ? À propos des choses qu'on te dit qui sont fortes, ou juste tu sais pas comment gérer tel ou tel patient ? Un peu les deux. Des fois, ce qu'on dit, oui, c'est ce que je peux vivre en entretien avec mes patients, ça peut être très fort, et donc moi, je peux ne pas trop savoir comment le gérer et avoir besoin aussi d'en discuter. Et oui, des fois, il y a des situations que... Là, il y a un problème, je ne sais pas exactement quelle serait la meilleure manière de faire. Donc, de pouvoir discuter des patients, des résidents, avec mes collègues qui, des fois, les connaissent depuis des années, ça permet de trouver des solutions, de penser à d'autres choses auxquelles moi, je n'aurais pas pensé. En ce moment, c'est rare quand même d'avoir une mentalité et un état d'esprit sain et positif, tu vois, dans tout ce qu'on vit actuellement, que ce soit, je sais pas, les manifestations, l'écologie, etc. Quand on est jeune, qui plus est, parce qu'on voit un peu qu'il reste des années à vivre normalement, et donc c'est rare justement d'avoir ça quand on est jeune. Comment toi tu vis ça, et est-ce qu'on est obligé d'être positif quand on est psychologue pour bien faire son métier ? Après, c'est une question de limite aussi. Si ça va vraiment pas du tout, non, on peut pas faire notre métier. Mais comme tout le monde, on n'est pas 100% stable, on a des émotions, on a une vie privée. Il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins bien. On le ressent dans les entretiens, nos patients peuvent le ressentir aussi. Ah ouais ? Je sais pas, il y a quelque chose d'éprouvant dans ta vie, t'arrives avec des cernes comme ça... Mais ils te font les remarques ou genre... Ça peut arriver. Les personnes en EHPAD sont des personnes âgées, donc au niveau de la désinhibition avec les troubles, ils se gênent pas pour dire les choses. Ouais, ok. Donc oui, ils peuvent le dire, comme certains vont pas du tout le remarquer. Hein, mais comment t'arrives à gérer tout ça alors ? Déjà, quand on travaille en EHPAD, on fait le choix... d'aller travailler autour de ces problématiques. Et comment je fais ? Je sais pas. Quand ça va vraiment pas, je pense que comme tout le monde, je pleure un coup, je vais voir les copains, je me distrais, je pense à autre chose. Après, il y a toujours une question aussi d'un peu travailler sur soi-même. On peut pas juste sortir d'un entretien, être triste, pas bien, et dire c'est comme ça. Faut un peu se poser des questions sur le pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça veut dire, pour se servir de ces sentiments, de ces sensations, et pour après évoluer et devenir une psychologue encore un tout petit peu mieux. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que tu as déjà senti que t'avais pas les armes pour gérer un patient, ou que ça sortait de ton cadre, et qu'il y a des cas que tu ne peux pas traiter ? Oui, parce qu'en psychologie, il y a beaucoup de spécialisation.
Et donc oui, il y a des cliniques très spécifiques que je ne saurais pas spécialement gérer, comme tu dis. Et il faudrait plus de formation. Ou par exemple, j'ai jamais été en psychiatrie. Demain, tu me mets à travailler en hôpital psychiatrique, je pense que je suis un peu perdue, quoi. Ouais. Même si je peux avant me reprendre mes cours, me documenter, tout ce qui est théorie, psychologue, on travaille avec de l'humain, faut un peu de pratique, quoi. Ok. De ma vision, c'est que tu parles aux gens et t'es là pour les gens, pour les accompagner psychologiquement. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un métier assez solitaire. Oui. Quand on n'a pas de collègues. Et ça dépend vraiment des structures. À l'hôpital, il y a plus de chances qu'il y ait d'autres psychologues, vu que c'est un gros établissement. En EHPAD, généralement, il y en a un seul. Ce qui fait que moi, là, j'ai choisi de travailler dans des EHPAD où il y avait d'autres psychologues. Ouais. Pour justement pas être toute seule pour mes premiers postes. Mais toi, ça te dérangerait pas après de travailler seul? Non. Ok. Mais on te l'apprend ça un peu à l'université? Est-ce qu'on aborde ce sentiment par rapport au métier de la solitude face à... Oui, surtout qu'on apporte un point de vue différent de tout le corps médical, qui est le corps de métier le plus présent dans les institutions de soins, ce qui est tout à fait logique. Donc généralement, le petit psychologue qui débarque face aux médecins, aux infirmiers. Oui. Ok. Oui, parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois avec Nicolas Cardin, mais vous pouvez retrouver l'épisode bien avant, donc il faut remonter les épisodes, mais donc c'était il y a quelques mois. Il disait que des fois, les psychologues étaient assez mal vus par justement les cadres de santé et tout, parce que vous n'êtes pas considéré comme médecin. Si je dis pas de bêtises. Oui, on n'est pas considéré comme soignant ni paramédical. On est psychologue. C'est vraiment le bas de l'échelle. Non, pas du tout, pas le bas de l'échelle, on est hors échelle en fait. Quand on regarde un organigramme, dans toutes les structures, tout le monde a... Il y a un responsable, il y a des personnes en dessous qu'on est censé gérer, il y a différents échelons. Oui, il y a différents échelons. Bon, je sais pas comment expliquer. Ça marche, oui. Alors que le psychologue, il est vraiment tout seul. On a personne au-dessus, on a personne en dessous. On est là. Mais on vous dit bonjour quand même. On nous dit bonjour. Après, ça fait aussi partie du travail du psychologue d'expliquer son métier aux collègues, en fait. De pas rester dans son bureau à faire ses petits trucs, à transmettre, à justement chercher à travailler en équipe. Et on voit des différences là sur les 2 structures où j'ai commencé à travailler. Les psychologues sont très bien vus, il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc la place du psychologue est entre guillemets déjà bien faite. J'ai pas de difficulté à ce niveau-là du tout. Okay. Mais il y a des structures où les psychologues n'ont pas travaillé sur le lien avec les autres professionnels et ça doit se ressentir. Toi, les structures que tu préfères, du coup, c'est plutôt public et en équipe. Mais est-ce que tu dois évoluer dans une sphère, je sais pas, d'hôpital privé ou même en cabinet, même si on en a un peu parlé, par exemple, mais en cabinet, à plusieurs cabinets, j'imagine que ça existe, qu'il y ait plusieurs psychologues qui s'allient, entre guillemets, et qui forment une équipe Avengers. Non, pas du tout, mais genre, ils forment leur cabinet ensemble, et il y a un collectif, et tu travailles quand même ensemble sur des trucs, quoi. Oui, mais je pense plus tard. C'était quoi le plus gros défi que tu as eu à faire pendant tes études ? Le master, ça ressemblait un peu plus au lycée dans le sens où c'était une petite classe. Il y avait vraiment des professeurs qui nous suivaient. Retomber là-dedans, ça m'a... Ça a fait un peu mal. Oui, c'est pas les études en soi, c'est la manière... dont ça a été fait. Oui, dont ils enseignaient et qu'on m'infantilise et qu'on me redise quoi faire, comment, ça m'a... Voilà. Mais c'est marrant, alors que c'est pourtant la même université, et d'un seul coup, il y a ce changement de... non, mais c'est qu'en licence, on est des centaines, des milliers même. Et là, on passe à des petites classes de 20 personnes. Ouais. Donc, ça change complètement. Forcément, ils se concentrent plus sur toi et tout. Oui. Malheureusement. Est-ce que tu as eu des moments de doute à un moment donné sur ce que tu voulais faire en psy ? Et même, est-ce que tu as pensé à un moment arrêter ? Comment ça s'est passé ?
Oui, le master, la licence pas du tout. Moi, la licence, j'ai adoré. Le master, moins parce qu'il y avait déjà ce que je viens de dire avant. Et puis même de faire des stages, d'être face à des situations compliquées, ça fait douter sur ses capacités, sur le fait de est-ce que je vais pouvoir supporter ça dans ma vie au quotidien. Est-ce que je vais être une assez bonne... Ça se dit pas une assez bonne psychologue, hein, mais est-ce que je vais être assez compétente dans mon métier pour réellement pouvoir aider des personnes ? Oui. Ok. Selon toi, Selon moi, c'est quoi les qualités pour être un bon ou une bonne psychologue ? Alors... Bon, après, il y a les qualités de base, savoir être à l'écoute, observateur. C'est mieux, généralement. Rien de très original pour un psychologue. Hein. Savoir se remettre en question, je pense que c'est vraiment essentiel. Oui. Les personnes qui se remettent pas en question, je sais pas comment elles font pour être psychologue. Elles le font, mais je sais pas ce que ça donne. Aimer les gens, c'est mieux, je pense aussi. Ok. L'humain avant tout. Non, mais c'est un métier, si au bout d'un moment on n'aime plus ça, ouais, ça sert à rien. Tu fais de la merde, mais ça impacte énormément la vie des gens, c'est pas... C'est chaud, ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent rentrer en psychologie en termes de dossier, tu vois, genre sur Parcoursup, les lettres de motivation, qu'est-ce que tu peux mettre et tout pour être prise ? Alors, honnêtement, je me souviens pas du tout ce que j'avais mis pour rentrer en licence. Je pense que je me suis même pas trop cassé la tête, vu que pour moi, à la fac, tout le monde pouvait être pris, donc... Oui. Donc, tu l'as fait comme ça. Non, pour rentrer en licence en psycho, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés en soi. Et en master, par contre, lettre de motive et tout, fort. Ah, le master, oui. Comme je disais, en licence, on est des milliers. En master, il y a 20 places, quoi. Donc, okay. Mais justement, imaginez que t'es pas pris en master, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux commencer à travailler à la fin de la licence ? Tu peux faire EduxP, je crois. Des remplacements dans les écoles. Et je crois que tu fais pas grand-chose avec une licence de psy. De psy, ouais. Je crois pas. Hein. Donc il faut choper absolument le master, pratiquement, quoi. Si tu veux faire psychologue... Ouais, non, sinon les autres, je sais vraiment pas ce qu'ils font. Ouais. Eh bien, nous leur demanderons plus tard. Ah oui. Alors là, désolé. Et du coup, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire après, du coup, à la fin de ce master ? Donc on peut bosser en EHPAD, ok. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Dans tous les psys... Non, pour ta psy-clinicien ? Ouais. Alors, déjà, il y a le psy au cabinet, ça que tout le monde connaît. Et après, dans absolument toutes les structures de soins, donc je sais pas, pour les personnes âgées, dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures pour les enfants. Ok. En fait, c'est pour tous les âges, les psychologues cliniciens. On peut exercer, oui, un peu partout. Ok. Il n'y a pas de... Et les autres, imaginons les autres psychologues donc, qui ont fait d'autres spécialités, qu'est-ce qu'ils font ? Justement, les autres spécialités sont plus spécialisées. Je sais pas comment dire ça. Ouais. Parce que le psychologue clinicien, c'est le plus large, le plus généraliste, donc on peut aller partout. Après, par exemple, psychologie du développement, généralement, ils vont auprès des enfants. Ok. Y a tout ce qui est spécialisé en gérontologie. Ça va plus aller avec les personnes âgées. Y a quoi d'autre ? Psychologie du travail, ils vont travailler dans les entreprises. Aussi pas mal dans tout ce qui est RH. Ok. Tout ce qui est master de psychognitive ou neuropsy vont plus travailler dans les hôpitaux et faire des bilans. Ok. Voilà. Ok. Et donc, imaginons que tu peux travailler dans tout ce qui est prison et par exemple assister des gens victimes ou même des prisonniers. Oui. Et ça t'intéresserait ou... Ça pourrait, oui. Ok. Moi, ce que je voulais faire au début, c'était travailler dans tout ce qui est humanitaire. D'accord. Mais il y a beaucoup moins d'offres d'emploi, ouais. D'emploi et de stages. J'ai pas du tout réussi à trouver de stages dans ce domaine. Ok. Mais ça, on va en parler un peu des stages et puis aussi de l'accès à l'emploi, comment ça se passe. Est-ce qu'un psychologue, ou une psychologue, encore une fois, est-ce que c'est conseillé qu'eux-mêmes fassent des séances de psy ? Genre qu'ils aillent voir un ou une psychologue ? Oui, c'est fortement recommandé. Ok. Est-ce que vous faites ? Alors, je sais pas, tu vois, mais
c'est un peu con comme question, je pense, mais est-ce que vous faites des séances entre vous? Est-ce que vous vous testez sur des questions types? Enfin, je sais pas comment aborder telle ou telle chose. Mais quand on est étudiant ou quand on travaille? Quand vous êtes étudiant. Quand on est étudiant, c'est plus par rapport à nos stages. On est divisé en petits groupes avec un enseignant. D'accord. Et on a un suivi de stage, en fait, où on va chacun apporter nos différentes expériences, nos ressentis, et il y a beaucoup de soutien. Parce que, comme je disais, en stage, on se retrouve face à des situations qu'on n'aurait pas vécues autrement. Je sais pas, moi je me souviens, une fois, j'étais là, j'arrive, je leur dis, j'ai vu mon premier cadavre et tout, c'était pas super. Et là, mes collègues ont été vraiment d'un grand soutien à ce moment-là. Ok. Comment t'as fait pour te renseigner, toi, sur ces études-là? Comme je disais, avant la licence, je me suis pas trop renseignée. Ouais. Je suis pas trop team renseignement. Ok. Mais c'est pas bien, renseignez-vous. Renseignez-vous. Et j'ai vu que ça existait des écoles comme l'EPP, c'est une école de psychologues praticiens. Est-ce que tu en as entendu parler? Et si oui, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai entendu rapidement parler, vu qu'un de mes collègues avait pris un stagiaire qui venait de là. Et de ce que j'ai compris, c'est comme la fac, mais en payant. Ok, donc c'est mieux la fac. Ils ont plus de suivi au niveau des stages. Et vraiment, à l'université, c'est la plus grosse galère de trouver des stages. Et si tu trouves pas ton stage, tu redoubles. Et même trouver un stage, je sais pas, t'aimes pas les enfants, tu trouves qu'un stage avec les enfants, je trouve ça un petit peu dommage de baser ton expérience sur quelque chose que tu ne veux pas faire. Alors que dans leur école, je crois qu'ils ont beaucoup plus d'aide pour trouver des stages. Ok. Donc c'est ça le vrai avantage, on va dire. C'est tout ce que je sais. Okay. Je pense que vous en saurez plus en regardant leur site internet. Est-ce que tu as des choses à rajouter au niveau de ta formation? De ma formation? Là, je vois pas. Merci à vous d'avoir écouté la première partie de l'épisode avec Gwen. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de l'entretien où on va parler de ses expériences et de ce qu'elle retient de toutes ces années en études de psychologie. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. À plus dans le bus. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.